Et avec Adrien Gindre, bonjour Adrien. Bonjour Boris. Nous accueillons Boris Vallaud, le député PS des Landes. Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. On va parler de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Il y a quelques jours, la sanction d'un député de la France Insoumise qui avait brandi un drapeau dans l'hémicycle. Et aujourd'hui, d'après nos confrères de la Tribune, plusieurs élus de gauche qui réfléchissent à éventuellement venir habiller aux couleurs du drapeau palestinien dans l'hémicycle. Est-ce que ce sera votre cas ? Écoutez, d'abord vous dire qu'on a un règlement de l'Assemblée qui s'applique dans l'hémicycle. Ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, on n'a pas le droit de venir en short et sans veste dans l'hémicycle. Et que par ailleurs, il nous est arrivé, parfois tous ensemble, parfois à quelques-uns, de porter un ruban le jour d'une journée hommage à tel ou tel. Il n'y a pas de restriction sur les couleurs, par exemple. Nous avons porté, avec la présidente de l'Assemblée nationale, des pins avec le drapeau ukrainien et le drapeau français. Je ne sais pas ce que feront un certain nombre de mes collègues. Nous n'en avons pas été à l'initiative et nous n'y avons pas été associés. Mais au-delà de la forme, vous me donnez l'occasion de parler du fond. Vous ne vous associerez pas à cette démarche, juste Écoutez, pour bien comprendre. J'ai lu la Tribune comme vous, et je vous dis, je l'ai appris de cette manière-là. Mais vous en pensez quoi ? Mais vous me donnez l'occasion que nous devons trouver des occasions aussi de parler de fond. Et de parler de fond, en l'occurrence, s'agissant de la Palestine, s'agissant de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, nous réclamons la libération des otages, le cessez-le-feu immédiat. Nous demandons aussi la reconnaissance de l'État palestinien. Et c'est la bonne manière d'en parler pour porter les combats. Il y a la manière dont on porte les combats. Chacun le choisit. Nous, ce n'est pas forcément notre mode d'expression, mais nous voulons dire aussi avec beaucoup de netteté les choses. Le président de la République, s'agissant de ce que je viens d'évoquer, a dit qu'il n'était pas opposé, mais que le moment n'était pas venu. Nous sommes très nombreux à considérer que non seulement le moment est venu, mais que peut-être le moment était déjà hier dans ce combat, Boris Vallaud, qui est essentiel de votre point de vue, vous l'avez rappelé, parce que la situation est dramatique sur le terrain. Je reviens à la forme. Quand, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, ce week-end, dit que l'antisémitisme reste résiduel. Est-ce qu'il sert la cause que vous défendez ? Écoutez, je ne sais pas quelle cause on défend quand on minimise, quand on minore un phénomène aussi grave, aussi dramatique que l'antisémitisme. Le nombre d'actes antisémitisme sur les 3 premiers mois de l'année 2024 a augmenté de 300% par rapport aux 3 premiers mois de l'année précédente, 2023. C'est des compatriotes de confession juive qui ont peur. Et n'oublions pas que dans ce pays, en France, il y a quelques années encore, on a des Français de confession juive qui ont été assassinés parce qu'ils étaient juifs. Et donc, ça doit être le combat de tous les démocrates, de tous les républicains. Et je vais vous dire, de ce point de vue-là, il n'y a pas de place pour la nuance. Il y a quelques jours, votre tête de liste, Raphaël Glucksmann, qui est bien positionné dans les sondages, l'Institut IFOP pour LCI le donne à 14%, 3e position, disait qu'à l'occasion du scrutin de dimanche, le 9 juin, pour les européennes, il défendrait son cap, la construction européenne, un débat public apaisé qui refuse l'outrance, et que les électeurs trancheront les lignes à gauche. Est-ce que de votre point de vue, l'enjeu dimanche, c'est aussi ça, trancher les lignes à gauche ? Dimanche, c'est un rendez-vous important. C'est les élections européennes. C'est au fond ce que nous voulons pour nous-mêmes et pour l'Europe. Et ce que propose Raphaël Glucksmann, c'est de réveiller l'Europe. C'est une ambition et un optimisme. Ce n'est pas un discours recroquevillé. Il le fait avec la forme et la méthode qui est la sienne. Oui, c'est un débat apaisé. Oui, c'est un débat de conviction. Et oui, ça tranchera les lignes à gauche ? Certainement, c'est ce à quoi sont invités les électeurs. Mais moi, je voudrais dire ce que nous proposons et en quoi c'est important. Réveiller l'Europe en affirmant une Europe souveraine qui est capable d'assurer sa sécurité militaire dans un contexte particulièrement difficile, d'assurer sa sécurité énergétique, sa sécurité alimentaire, sa sécurité industrielle. Sur ces 2 derniers points, on ne peut pas être entre les mains des Chinois s'agissant des biens de consommation, être entre les mains des Américains s'agissant de la défense, être entre les mains des pays du Golfe s'agissant du gaz ou du pétrole. C'est un acte d'affirmation d'une Europe puissante, respectée et qui se fait respecter. Voilà l'enjeu de dimanche. Dans cette campagne, vous avez fait le choix d'écarter l'ancien président François Hollande. Il n'y a eu aucun déplacement commun avec la tête de liste Raphaël Glucksmann. C'est tout l'inverse de ce qui se passe dans la majorité présidentielle, où au contraire, le président, le Premier ministre sont très présents. Vous auriez conseillé à Valérie Rayet, à la tête de liste, d'écarter Emmanuel Macron, Gabriel Attal, comme vous avez écarté François Hollande ? Alors d'abord, on a écarté François Hollande. Vous savez, dans cette élection européenne, il y a des gens qui avaient voté pour Emmanuel Macron, qui votent pour Raphaël Glucksmann, qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon, qui vote pour Raphaël Glucksmann, et François Hollande, à ma connaissance, devrait voter pour Raphaël Glucksmann. Voilà où nous en sommes. Il est un candidat qui rassemble, et je ne m'en désole pas. S'agissant de Mme Hayet, écoutez, quand j'ai assisté hier à la scène totalement surréaliste, burlesque, d'un Premier ministre qui s'invite dans une émission à laquelle il n'est pas convié, chez nos confrères de la Maison de la Radio, quelle est cette privatisation par ce pouvoir du service public par M. Attal qui finalement accorde à un seul candidat d'extrême droite, dont il prétend être
l'adversaire, mais dont il finit par être le marchepied, le seul débat en tête-à-tête de cette campagne. Hier, il s'invite, comme si Mme Ayer ne pouvait pas se débrouiller tout seul, et on a encore un président de la République qui, toute cette semaine, va truster Mais vous avez les plateaux entendu, de télévision. sur le cas du Premier ministre hier, qui effectivement fait irruption pendant une interview de sa candidate, Ségolène Royal, votre ancienne candidate à la présidentielle, dit hier soir qu'elle aurait rêvé d'être soutenue quand elle était candidate par l'état-major de son parti. Oui, mais il y a une différence entre dire être soutenue, et je comprends que Ségolène Royal a pu, à l'époque, considérer qu'elle était un peu seule de ce point de vue-là, et puis cette espèce de façon du pouvoir de se comporter avec un service public dont ils ne sont pas propriétaires et qu'ils ne peuvent pas, d'une certaine manière, privatiser pour leur propre intérêt et leur propre campagne. C'est ça qui est en jeu quand même. C'est, au fond, l'idée qu'on se fait de la démocratie et du pluralisme dans le service public audiovisuel. Si la présence du Premier ministre et du Président sont contre-productives de votre point de vue, vous devez vous réjouir qu'ils fassent un entretien jeudi soir à la télévision chef de l'État. Mais moi, je ne me réjouis pas, si vous voulez, de la pratique du pouvoir par Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Vous voyez, hier, on débattait d'une motion de censure. Pourquoi ? Parce que l'exécutif à l'Assemblée, qui a été rejeté, refusé, donc le gouvernement est conforté. Parce qu'il avait refusé, nous devions le dire, de débattre au fond du bon usage des impôts des Françaises et des Français. Ils font 20 milliards d'euros d'économies sans qu'on sache de quoi il s'agit. Mais vous reconnaissez que le gouvernement sort conforté. C'était là conforté de plus quoi d'une 30e motion de censure. Vous avez entendu ce qu'on lui a dit? J'ai vu le vote, surtout. La motion de censure a été rejetée, Boris Vallaud. Oui, elle a été rejetée. Mais nous avons pu j'allais dire, avoir un commencement de débat sur des alternatives. Voilà, pour dire qu'en réalité, on n'est pas obligé de faire des économies. Vous demanderez sur vous le dos aussi la de celles et de dissolution ceux. après le 9 juin, comme le Écoutez, moi, RN j'attends le 9 juin. Donc vous la demanderez avant dimanche le soir 9 juin, il y a encore quelques jours de campagne. Après le 9 juin, ce sera après le 9 juin. Moi, ce qui me polarise avec le candidat que je soutiens, Raphaël Glucksmann, avec une liste qui est enthousiaste, qui est engagée, qui a fait des réunions publiques partout sur le territoire français, à la fois dans l'Hexagone et outre-mer, eh bien, c'est ça, c'est faire le meilleur résultat parce que dimanche, tout peut changer. C'est le réveil de l'Europe. Une Europe qui peut s'affirmer comme une puissance industrielle, écologique, agricole. Et puis, ça n'est pas accessoire, mais politiquement, battre les libéraux à Bruxelles et battre Emmanuel Macron à Paris, eh bien, c'est dire aussi qu'il y a un autre chemin. Et enterrer la NUPES, définitivement, parce que ça sera ça aussi. Il y aura besoin d'une union de la gauche. Est-ce qu'elle sera dans la géographie de la NUPES? Probablement pas. Voilà. En tout cas, moi, ce qui m'inquiète, c'est aussi la montée de l'extrême droite et ce tête-à-tête que l'on peut casser entre les libéraux et les nationalistes. Merci Boris Vallaud. Merci Adrien Gindre.